2. Trois jours de deuil national au Pakistan après le tremblement de terre qui a fait près de 20 000 morts dans ce pays et au moins 40 000 blessés. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Les pelleteuses sont entrées en action à la recherche des survivants. Les écoles ont été particulièrement touchées. La communauté internationale se mobilise. En Roumanie, après la découverte de premiers cas de grippe aviaire sur des canards, les analyses définitives sont en cours, mais par souci de précaution, les villages concernés ont été placés en quarantaine. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place. Nouveau phénomène de société, le divorce des seniors, une séparation qui se produit à la retraite avec l'espoir d'une nouvelle vie à plus de 60 ans. Le sujet n'est plus tabou. La parade des DS à Paris, ces Citroën avaient fait sensation il y a 50 ans lors de leur présentation au Salon de l'Automobile. Depuis 1,5 million d'exemplaires ont été vendus en France et à l'étranger. Désormais, elles sont entrées dans le patrimoine des collectionneurs. Et puis cinéma avec des retrouvailles très attendues après 10 ans d'absence, des stars en pâte à modeler, Wallace et Gromit, qui font leur retour avec un premier long métrage, Le mystère du lapin-garou, un film d'animation drôle et inventif. Madame, Monsieur, bonsoir. 36 heures après le terrible tremblement de terre qui a secoué l'Inde et le Pakistan, on a encore du mal à appréhender l'ampleur de la catastrophe tant les moyens de secours sont rudimentaires et l'accès aux zones montagneuses quasi impossible. On retiendra la froideur des chiffres statistiques, près de 30 000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Il s'agit de la plus grande catastrophe dans l'histoire du Pakistan. Gilles Rabine. C'est la zone la plus touchée par le séisme. Sur les 20 milliers de morts déjà recensés officiellement au Pakistan, 11 000 ont été tués à Muzaffarabad, la capitale de l'Azar-Cachemire, la partie sous contrôle pakistanais. De cette ville, aux maisons de bois et d'argile construites à flanc de montagne, il ne reste pratiquement plus rien, elle s'est effondrée sur elle-même. D'un seul coup d'y se rescaper, tout est tombé par terre. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. Chacun enterre ses morts, comme il peut, où il peut, car la terre tremble toujours, 45 répliques en 24 heures. Et le pire est à venir. Autour de l'ancienne capitale, des dizaines de villages ne répondent plus. On sait déjà que certains d'entre eux ont tout simplement disparu, emportés par des glissements de terrain qui ont suivi le séisme. 2 400 000 personnes vivaient sur ces contreforts de l'Himalaya, où toutes les routes d'accès ont été coupées. Souvent, les secours sont bloqués, ce que les sinistrés ne comprennent pas. J'ai sorti 2 de mes enfants des ruines de ma maison, crie ce père de famille. Il en reste 2 autres là-dessous. Les autorités se moquent de nous. On mettra le feu à leur voiture s'ils viennent. Ce soir, les autorités ont reconnu leur impuissance et c'est un véritable appel au secours qu'a lancé le président pakistanais au monde entier. Il demande des tentes, des vivres, des médicaments et surtout des hélicoptères. Côté indien, pas encore de vrai bilan, mais la même géographie, les mêmes destructions, la même situation de chaos total. Ici, on a pu compter nos morts, dit cet élu municipal, mais il y a beaucoup de villages autour de nous dont on n'a aucune nouvelle. À Islamabad, la capitale pakistanaise, 30 heures après le séisme, les sauveteurs ont réussi à sauver une femme. Hier matin, un passant a filmé la tour Margala au moment où elle s'est effondrée. Image tremblée, sans son, tournée avec un téléphone portable. Les secouristes, lorsqu'ils le peuvent, interviennent avec des pelleteuses ou des grues dans les villes. Ailleurs, c'est souvent à main nue, on l'a vu, que l'on tente de déblayer les habitations et les écoles. Les écoles qui accueillaient l'ensemble des élèves, puisque le séisme a eu lieu aux heures de classe. Ce sont donc de nombreux enfants qui font partie des victimes. Beaucoup sont d'ailleurs portés disparus, comme le montrent ces images à Balatot, dans le Cachemire pakistanais, où 2 écoles se sont effondrées. Anne Bourrel. Partout les mêmes douleurs, les mêmes mères effondrées. 8h50 hier, à cette heure-ci, tous les enfants venaient d'arriver dans leur classe, en petit uniforme d'écolier. Le séisme a frappé au pire moment de la journée. De l'école de Muzaffarabad, il ne reste rien. Au milieu des cartables, ces soldats cherchent inlassablement des écoliers coincés sous les décombres. Ce père recherche le corps de sa petite fille. Il vient peut-être de la retrouver. Des centaines, sans doute des milliers d'enfants ont été emportés ainsi dans les écoles du Cachemire pakistanais. Cet amas de pierre, c'était l'école du village, l'école de Balakot, dans le nord du Pakistan. Balakot, où règne un silence étrange, où les adultes ne peuvent plus que veiller les corps de leurs enfants morts. Hier matin, il y avait 400 écoliers dans ces classes.
J'ai pu sortir une quinzaine de mes camarades. Il y avait des morts et des vivants. J'entendais les autres gémir sous les décombres. Mais sans secours, j'ai rien pu faire pour eux. Partout, les enfants blessés se comptent par milliers. Il manque de tout. L'UNICEF vient d'envoyer une aide d'urgence au gouvernement pakistanais. Dans la ville d'Islamabad, des immeubles résidentiels se sont effondrés. Parmi les victimes, il y aurait un certain nombre d'étrangers. Dans la capitale pakistanaise où sont arrivées les premières équipes françaises de la sécurité civile, reportage de nos envoyés spéciaux Amaury Guibert et Mathias Segand. Dans cet amas de béton, il y a toujours de l'espoir. Au fond d'une cavité qui vient d'être dégagée, un sauveteur a entendu une voix. Aussitôt, il demande le silence autour de lui. Au pied de la tour Margala à Islamabad, des dizaines de secouristes s'activent jour et nuit. Il y aurait toujours une quarantaine de personnes ensevelies sous les décombres. Les engins de chantier commencent le travail, puis c'est à main nue que les bénévoles déblaient le terrain. Il y a encore de bonnes chances de trouver des survivants, explique ce sauveteur de la protection civile britannique. Mais il fait très chaud dans la journée et cela accélère la déshydratation. En plus, il y a eu beaucoup de répliques qui ont écrasé encore un peu plus le bâtiment. Soudain, quelqu'un crie « Je vais bien, dites à mon frère Abdullah que je vais bien ». C'est un survivant qui parle, tout juste dégagé, et que l'on emmène en ambulance. Une deuxième personne sera sauvée quelques instants plus tard. Petite note d'espoir qui n'efface pas le traumatisme de la catastrophe. La situation est critique, explique ce ministre. Tous les yeux se tournent vers Islamabad à cause de cet immeuble, mais le vrai désastre est dans le nord et au Cachemire. Et si la capitale pakistanaise est relativement épargnée, c'est parce que les immeubles y sont plus modernes, donc plus solides, capables de résister à la plus forte secousse sismique jamais ressentie dans le pays. Et l'on vous retrouve à Amaury Guibert en direct d'Islamabad. On l'a vu, la nuit est tombée sur la capitale pakistanaise. Les secours continuent donc de travailler sans relâche. Et on imagine que les besoins sont immenses et la course contre la montre a commencé. Oui, Béatrice, et l'aide humanitaire commence à affluer massivement ici au Pakistan, de Turquie, de Chine, de Grande-Bretagne, des pays du Golfe et de France. Cet après-midi, une délégation de la sécurité civile est arrivée à l'aéroport d'Islamabad. Un détachement de 25 personnes comprenant une équipe de 5 personnes pour la reconnaissance et l'évaluation du terrain, plus 20 autres secouristes pour la recherche et le déblaiement. Ils sont venus avec une dizaine de tonnes de matériel et surtout 2 chiens pour la recherche des victimes. Dès demain matin, ils devraient partir au nord, au Cachemire, la région la plus touchée, le temps de trouver des hélicoptères, car vu l'ampleur de la catastrophe, l'armée pakistanaise a en ce moment bien du mal à en fournir. Il faut bien dire que des centaines de villages ont été quasiment rayés de la carte, ils sont aujourd'hui coupés du monde, accessibles uniquement par voie aérienne. Les officiels l'ont reconnu, c'est le plus grand désastre que le Pakistan n'ait jamais connu, et dans ce contexte, bien évidemment, toute aide étrangère est la bienvenue. Merci Amaury Guibert. Autre catastrophe naturelle, celle-ci touche le Guatemala qui lance un appel à la communauté internationale. Des secouristes ont été envoyés dans ce village de l'ouest du pays, englouti par une gigantesque coulée de boue. Les 1400 habitants de cette commune sont portés disparus. Et la pluie qui tombe sans discontinuer, nous dit-on, rend difficile l'intervention des secours. La grippe aviaire en Roumanie, avec les premiers cas recensés sur des canards contaminés par des oiseaux migrateurs. Les analyses sont en cours pour confirmer la nature du virus, nous y reviendrons. Mais pour les autorités sanitaires, il ne fait plus doute que la propagation de la grippe aviaire risque de passer par les oiseaux migrateurs qui sont désormais des vecteurs de transmission incontrôlables. Ils suivent cette route qui part de l'Asie vers la Russie, puis s'oriente vers la Roumanie et la Turquie. Avant l'hiver, ils descendront vers l'Afrique pour remonter vers l'Europe au printemps. Je vous le disais, dans le delta du Danube, plusieurs cas de grippe aviaire ont été recensés. Par souci de précaution et avant le résultat des analyses définitives, les villages concernés ont été placés en quarantaine, comme le montre ce reportage de nos envoyés spéciaux Frédéric Monteil, José Boulestex. Chamurlia-de-Jos, un village coupé du monde à l'est de la Roumanie. Le virus de la grippe aviaire y aurait tué 3 canards, alors les forces de l'ordre ont fermé tous les accès. Bonjour, je vais vous demander de faire demi-tour. Et toute la journée, les amis des 1200 villageois placés en quarantaine rebroussent chemin entre amertume et colère. J'ai un oncle malade là-bas, on m'empêche de passer.
les autorités doivent vacciner les volailles à chaque printemps et automne. En fait, ils ne font rien. C'est de leur faute ce qui arrive. Seuls les officiels accèdent au village sans faire de commentaires. Sur place, les spécialistes de la désinfection poursuivent leur travail jour et nuit. Déjà 1 millier de volailles détruites. Bien sûr, l'inquiétude gagne la campagne. À 10 km de là, Paraskiva Danaïla prie tous les jours pour que la grippe aviaire épargne ses 60 volailles. L'État lui demande de signaler la moindre bête malade. Moi, si je voyais un animal malade, je n'irais pas le déclarer. Et pour cause, ces poules et ces oies permettent de nourrir sa famille de 8 personnes. Alors, pas question de laisser ces volailles dans les mains des autorités au moindre symptôme suspect. Surtout quand on vit avec 180 € par mois. Ce soir, le gouvernement roumain maintient l'alerte sanitaire dans la région. Il appelle la population au calme en attendant que le laboratoire britannique, agréé par l'Union européenne, se prononce sur la nature du virus découvert ici même. En France, l'avenir de la SNCM se joue demain avec cette réunion de la dernière chance prévue à Marseille où les syndicats et les ministres de l'économie et des transports se retrouveront avant le conseil d'administration. Alors plusieurs déclarations à retenir ce soir qui pourraient aller dans le sens du dialogue. Celle du Premier ministre qui prend une série d'engagements, celle de Bernard Thibault qui appelle à sortir de l'impasse par la concertation. Enfin, Dominique Perben de son côté demande la reprise du travail pour éviter le dépôt du bilan, précisant que les jours de grève ne seront pas payés. Mais à la base, on ne désarme pas. Reportage à Marseille, Stéphane Despinois, Bruno Vignier. Depuis 3 semaines, les moments passés en famille se font rares. Stéphanie et Philippe sont en effet tous deux salariés de la SNCM, tous deux en grève avec des nuits sur le navire bloqué. Ils savent ce que ça coûtera sur la fiche de paye, mais ils ne désarment pas. C'est un combat juste, s'il faut tenir 2 mois, on tiendra 2 mois. Stéphanie est l'une des rares femmes marins à bord des navires de la SNCM. Elle se dit choquée que les salariés soient dépeints comme des nantis. Honnêtement, je ne vois pas en passant, il y a encore 2 ans, 7 mois et demi en mer, à pas dormir chez soi, ce qu'il y a d'extraordinaire de faire 12 000 francs au bout de 13 ans de boîte. Pour elle comme pour lui, la fin de l'aventure pour une société publique qui dispose de 450 millions d'euros d'actifs, c'est impensable. Pour le dépôt de bilan, il serait fort de café. En état, en compagnie d'État, il faudrait qu'on nous explique comment l'État pourrait demain déclarer alors qu'il est en faillite lui-même. Ça serait un désaveu. Un dépôt de bilan exclu aussi par leur syndicat la CGT. Face à l'impasse, Bernard Thibault interpelle Dominique de Villepin. Dans un courrier, il lui demande de renouer le dialogue sans attendre. Ce soir, Matignon répond par 3 engagements. Le Premier ministre garantit l'absence de licenciement sec, le maintien de l'intégralité de la flotte et l'unité de la SNCM. Les ministres des Finances et des Transports retournent demain à Marseille pour rencontrer les syndicats, juste avant un conseil d'administration décisif pour la SNCM. Pas sûr que cela suffise à déminer le dossier. Les syndicats butent toujours sur le plan qui ne donne pour l'instant qu'une minorité de blocage à l'État et aux salariés. La journée s'annonce tout sauf paisible demain à Marseille. Jean-Marie Le Pen, bien décidé à courir la présidentielle de 2007. Il aura près de 79 ans. Le patron du Front National qui tente de rassembler ses troupes actuelles et passées, puisqu'il appelle les anciens militants qui avaient suivi Bruno Maigret à revenir vers lui. Arnaud Boutet, Sylvain Gévénal. Il fait de la lutte contre l'immigration l'un des grands enjeux de la présidentielle. Et c'est aussi son éternel combat. Malgré son âge, 79 ans en 2007, Jean-Marie Le Pen s'imagine déjà en haut de l'affiche. Nous allons cette fois-ci enlever la partie. Il suffit de le vouloir. Et pour espérer gagner, il ouvre la porte aux ennemis d'hier. Les proches de Bruno Maigret peuvent revenir à la maison. 7 ans après la pitoyable aventure maigretiste, il faut que ceux qui ont compris nous rejoignent. Ils seront accueillis comme le fut l'enfant prodigue. Leur participation à la campagne à nos côtés leur permettra de réintégrer totalement le front après 2007. Et cela concerne les militants, pas les dirigeants. Ce petit pardon ne doit pas masquer une nouvelle division au sein du front. Avec l'exclusion du maire d'Orange, plusieurs cadres ont manifesté leur désaccord face à leur chef Jean-Marie Le Pen. Un jour viendra peut-être où Jacques Bompard pourra retrouver sa place au Front National. En tous les cas, je le souhaite. Et il faudra que nous soyons en mesure de rassembler toutes les énergies nationales et populaires au service de la France. Jean-Marie Le Pen le reconnaît, ce n'est pas encore le narguilé de la paix. Pour l'instant, la paix n'est pas bien partie, mais à force de tirer, ça va venir. Le candidat Le Pen doit aussi convaincre les élus. Il lui faut trouver 500 signatures, les fameux parrainages, pour pouvoir se présenter. Au Front National, cette fois-ci,
Tout le monde est mobilisé. Médecine avec ce mois d'octobre dédié à la prévention du cancer du sein. Ce matin a eu lieu à partir du Panthéon une course à pied organisée par l'Institut Curie à laquelle participaient des personnalités médicales, scientifiques et sportives. J'en viens au dépistage du cancer du sein, seule façon de prendre à temps la maladie. À disposition des femmes, désormais un nouveau matériel, la mammographie numérique, une analyse complémentaire à la mammographie classique et plus performante. Quelques centaines d'appareils sont installés en France. José Blanc-Lapierre, Nathalie Gallet. Coquins ou fatigués, en tenue de fête ou prêts à bronzer, ils sont à surveiller de près. Car sans en avoir l'air, ces incorrigibles séducteurs peuvent cacher un lourd secret. Jusqu'à maintenant, il existait la mammographie classique, des clichés pris sous rayon X, développés en chambre noire et examinés à la loupe par le médecin. Que l'on se rassure, cette technique n'est pas dépassée, elle reste la plus répandue et parfaitement adaptée à la majorité des femmes. Mais une petite révolution se prépare avec le numérique, capable de détecter les problèmes sous-jacents dans des seins plus jeunes, plus denses ou plus difficiles à interpréter. C'est le cas pour 10 à 20% des femmes autour de la quarantaine. Quand on commence l'examen, on les palpe les seins. Donc en fait, on va pouvoir choisir et définir la méthode que l'on va utiliser. En revanche, pas d'hésitation pour cette patiente dont les seins remodelés par des prothèses seront plus facilement percés à jour avec la numérisation. La poitrine, c'est quand même la féminité et s'il y a le moindre problème, il faut le dépister tout de suite. Avec le numérique, les clichés qui demandent moins d'exposition aux rayons X sont développés au laser. Ensuite, ils sont envoyés directement au radiologue qui les interprète sur son ordinateur. Incontestablement, c'est un confort de travail, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Ça permet, lorsque l'on a un doute, de stocker les images et de les retravailler, d'éventuellement de les faire parvenir à un confrère. Aujourd'hui, une femme sur 9 risque d'avoir un cancer du sein. Entre 40 et 50 ans, dans un cas sur 5, il n'est pas détecté. Nouveau phénomène de société, le divorce chez les plus de 60 ans. Les chiffres sont là pour le confirmer. On ne vieillit plus forcément ensemble. Et la retraite peut être un moment où les couples se séparent. Évidemment, impossible de généraliser, mais le tabou n'existe plus. On peut refaire sa vie à tout âge. Anne Guéry, Christophe Vignal. Pour Jean-Pierre Barrère, le choix fut bien mûri. Il est sans appel. Plutôt la rupture que la guerre des tranchées sur les vieux jours. À 64 ans, il divorce et quand il pousse la porte du cabinet de son avocat, c'est sans complexe, même si pour lui cela signifie prendre le chemin de la solitude. Cette solitude-là, quand on est senior, que l'on a nos âges, bien elle est accompagnée des enfants, des petits-enfants, de quelques bons vieux amis qui sont solides et fidèles parce qu'ils ont été sélectionnés par la vie. Et puis, il faut dire aussi qu'à nos âges, on se connaît un peu mieux et on est en meilleure compagnie avec soi-même. Donc cette solitude ne vous fait pas peur? Non, pas du tout. Oui. En 10 ans, le divorce des 60 ans et plus a augmenté de 39% chez les hommes, 28% chez les femmes, avec dans la plupart des cas le même facteur déclenchant. Et quand ils se retrouvent au moment de la retraite face à face, c'est vraiment l'heure de la vérité. Et là, il y a un bilan qui est très dur à faire. Bien souvent, vous savez, c'est des fois terrible, parce que je reçois même des couples où vous voyez qu'ils n'ont plus rien à se dire. Vous arrivez à dialoguer avec votre femme? Ah, c'est impossible. C'est impossible. C'est encore impossible. En 2005, plus de 9000 personnes ont divorcé après 30 à 40 ans de mariage. Des années et des années où les récriminations se sont accumulées, l'argent aussi, ce qui rend le divorce des seniors souvent sanglant. On est aussi à l'âge où on a accumulé un peu ou beaucoup de biens et qu'il y a donc davantage à partager et qu'il y en a souvent un sur les deux qui, par peur de l'avenir, par appât du gain ou par revanche ou les trois réunis, vont essayer d'obtenir beaucoup plus que l'autre, voire tout. Au fond, avec l'allongement de la durée de la vie, le senior est un homme comme les autres et ça fait longtemps que la pub l'a compris. Ne leur promet-elle pas des lendemains qui chantent, voire de nouvelles amours? Nous évoquions hier dans notre journal l'immigration clandestine de ces centaines d'Africains qui tentent leur chance au péril de leur vie en traversant le désert marocain pour gagner l'enclave espagnole de Melilla. Les autorités marocaines qui ont rapatrié de force par bus entier des centaines de Maliens et de Sénégalais vers Bamako et Dakar, ces hommes qui ne resteront pas livrés à eux-mêmes dans le désert.
Au Libéria, c'est après-demain que se dérouleront les élections présidentielles. Le célèbre footballeur George Weah est le candidat des pauvres et des laissés pour compte dans ce pays livré depuis 14 ans à la guerre civile. Son programme est de faire la révolution de la paix. Une paix si fragile dans ce pays qui a encouragé l'embrigadement des enfants soldats et les a utilisés comme troupes de soutien. Des enfants aujourd'hui devenus adultes et qui tentent de se réinsérer dans un quotidien sans violence, notamment grâce à un programme mis en place par les Nations Unies et surtout l'UNICEF. Reportage de nos envoyés spéciaux Dominique Derda, Francis Rank. Sa vie désormais, il la passe dans les bois à récolter la sève des EVA. Lorsqu'il a rejoint les rangs de la guérilla en 1990, Sam avait 11 ans, l'âge de son fils aujourd'hui. 12 années durant, Sam a participé au combat, au pillage, aux exactions des rebelles. Et puis un jour, finalement, il en a eu assez. Au début, on ne savait pas ce qui nous attendait. On était trop petits. Mais moi, quand j'ai fini par prendre conscience de ce qui se passait, j'ai arrêté de faire la guerre. Je voulais vivre en paix. L'été 2003, aux portes de Monrovia, les dernières rafales avant le cessez-le-feu. De part et d'autre du pont, ceux qui se battent et ceux qui tombent ne sont le plus souvent que des adolescents, parfois très jeunes. La guerre ici, pourtant, n'a rien d'un jeu d'enfant. 2 ans plus tard, retour dans la capitale libérienne. C'est le jour de la rentrée dans ce centre de formation professionnelle subventionné par les Nations Unies et l'Union européenne. Tous sont d'anciens combattants. La moitié au moins ne sait ni lire ni écrire. Assis au premier rang, Harris avait 10 ans quand son père, sa mère et son frère ont été massacrés. C'est pour les venger qu'il a pris les armes et tué à son tour. Il rêvait d'être couturier. Il suit des cours de maçonnerie. Si j'apprends, je trouverai du travail. Si j'apprends pas, je trouverai rien. Et il n'y a personne pour m'aider. Je suis tout seul. Aux mains des chefs de guerre, il y eut aussi des filles, aussi jeunes que les garçons. Toutes n'étaient pas volontaires, loin de là. Selon une estimation de l'UNICEF, les 2 tiers d'entre elles ont subi des violences sexuelles. Mais de cela, elles ne parlent pas. À quoi bon? J'ai vu beaucoup de choses horribles. Des gens qu'on a exécutés devant moi, d'autres à qui on a arraché les dents. J'ai vu tout ça de mes yeux. Et après ça, vous pensez pouvoir reprendre une vie normale? Oui, je veux retrouver une vie normale, vivre une vie meilleure. Depuis le printemps de l'année 2004, près de 12 000 enfants soldats ont été démobilisés et ont suivi un stage de réinsertion. Avec un peu de chance et quelques millions d'euros supplémentaires d'aide internationale, la plupart s'en sortiront. Dans ce village, perdu dans la jungle libérienne, ce qui inquiète ce professeur de catéchisme, c'est la génération suivante, les petits frères et les petites sœurs des combattants d'hier. Le gouvernement fait de son mieux pour ceux qui ont combattu. Mais pour les plus jeunes, ceux qui sont nés au plus fort de la guerre, il n'y a rien. Ils traînent dans la rue et leurs parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école. À la frontière avec la Côte d'Ivoire, déjà les différentes factions ivoiriennes recruteraient par dizaines de jeunes combattants libériens. Ici, une guerre vient de se terminer, là-bas une autre pourrait bientôt reprendre. Et les enfants, comme souvent, se retrouveront en première ligne. Au moment où on évoque les ambitions nucléaires de l'Iran et de la Corée du Nord, le Kazakhstan, lui, a renoncé à l'arme nucléaire et il retraite en l'appauvrissant l'uranium enrichi de ses anciens sites. Une reconversion encouragée par les subventions américaines et contrôlée par l'AIEA, l'agence qui a reçu le prix Nobel de la paix. Reportage Anne Pensinet, Xavier Luizet. Mission spéciale dans les steppes du Kazakhstan pour les membres de l'ONG NTI qui luttent contre la prolifération nucléaire. Parmi eux, un Français, Pierre Lelouch. Destination l'est du pays. Dans ce complexe industriel, un des plus secrets de l'ex-URSS, le Kazakhstan est en train de se débarrasser de ses derniers stocks d'uranium très enrichis. Les voici dans ces cylindres scellés. Le retraitement a commencé il y a 1 an, 3 tonnes au départ, reste 200 kilos. C'est 200 kilos d'uranium très enrichi, c'est l'équivalent de 40 bombes atomiques, juste derrière nous. 40 Hiroshima. L'appauvrissement de cet uranium, c'est Ted Turner, le richissime ex-patron de CNN, qui le finance pour moitié, $1 million via l'ONG NTI.
Est-ce que ce ne serait pas plutôt le travail des gouvernements? Les gouvernements ne sont pas assez rapides. Ils font du bon boulot, mais parfois ils avancent lentement. Pour lui, c'est le seul moyen d'éviter que l'uranium très enrichi ne tombe aux mains de terroristes. À la fin du processus, on récupère de l'uranium faiblement enrichi qui servira à produire de l'électricité. Il y a 10 ans, le président kazakh renonçait à ses armes nucléaires. Aujourd'hui, contrairement à l'Iran, il s'interdit la possibilité d'en faire. Pour lui, ce n'est pas la panacée. Au contraire, un pays qui a des armes nucléaires est une menace pour les autres États qui pointent alors leurs missiles vers lui. C'est-à-dire que dès que vous avez l'arme atomique, vous devenez vous-même la cible des mêmes missiles que vous vous employez à posséder. Il y a encore beaucoup de travail pour limiter le risque de prolifération nucléaire. Il reste en effet aujourd'hui dans le monde 550 réacteurs de recherche contenant de l'uranium hautement enrichi, susceptibles d'être détournés à des fins militaires. Un mot de sport avec du football et une occasion ratée pour les Bleus qui ont dû se contenter hier d'un match nul face à l'équipe suisse. Les tricolores n'ont pas été particulièrement brillants et la qualification pour le mondial n'est pas encore gagnée. La parade des déesses à Paris, de l'Arc de Triomphe à la Tour Eiffel, plus de 1500 de ces voitures qui avaient fait sensation il y a 50 ans lors de leur présentation au Salon de l'Automobile. Depuis, 1,5 million d'exemplaires ont été vendus en France et à l'étranger. La déesse Citroën à l'image d'une époque pour ses collectionneurs passionnés. Nicolas Lemarinier, Jean-Louis Melin. Le réveil est difficile, il est 8 h du matin, mais pas question de rater le défilé. 1600 déesses à la queue leu-leu rassemblées dans Paris. Déesses à fourrure pour l'hiver, déesses cabriolet pour l'été, bref, des modèles pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Au volant de sa décapotable, Dominique de Richter, lui, boit du petit lait. Pour moi, ce rassemblement, c'est presque un des plus beaux jours que je vis, parce que j'en ai jamais vu autant de déesses. Et pour moi, il y a tous les modèles, toutes les couleurs, tous les intérieurs possibles. Le trésor de ce collectionneur se cache derrière une porte de garage. 4 déesses, des voitures extrêmement rares qui n'existent plus qu'à quelques exemplaires chacune. Comme par exemple ce coupé chaperon. C'est disons un peu le Graal dans la déesse, parce que il y en a eu 9, il en reste 3. Des véhicules modifiés comme cette DS Concorde, transformés pour que les chefs d'entreprise puissent s'y asseoir sans enlever leur chapeau. Et puis donc il y a la DS Cabriolet, idéale pour une petite croisière. C'est pas une voiture qui est sportive, il y a une apparence un peu de bateau. On navigue. En 50 ans, la DS a connu des hauts et des bas, et même si elle a tourné de l'œil en 1975, pour ses fans, elle tient toujours la route. Pendant une semaine, les plus beaux voiliers du monde, anciens ou modernes, étaient réunis à Saint-Tropez. Une semaine de régate sans véritable enjeu, juste pour le plaisir. Jean-Jacques Dufour, Philippe Mugera. Si le yachting n'est plus réservé aux seuls gentlemen bien nés, depuis les années 20, la pratique nautique s'est largement démocratisée. Posséder un voilier du genre de ceux que l'on peut admirer pendant les voiles de Saint-Tropez demande quand même d'être un peu fortuné. C'est beaucoup d'argent et surtout c'est beaucoup d'argent d'entretien. Je me rappelle que le propriétaire de Shenandoah, qui est un 3-mâts des années 1905, qui navigue toujours, a vendu le bateau parce que sa femme avait le mal de mer. C'était encore à l'époque des francs, il y a quelques années, et ça lui coûtait 5 millions de francs par an pour entretenir le bateau. Ça fait quand même des sous, quoi. Il faut aimer ça. Aimer ou être ensorcelé, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé au propriétaire de ce superbe yacht de 32 mètres. Lorsque John Murray a acheté ce petit bijou, la voile et les voiliers lui étaient aussi étrangers que la pauvreté. Oui, un coup de foudre, mais complètement. Vous auriez pu acheter autre chose. Oui, on pourrait, exactement. Non, et puis quand on a fait ça... Je dois dire, c'est que mon mari aime beaucoup tout ce qui est élégant, tout ce qui est élégant, tout ce qui est beau. Quand il a vu la ligne du bateau, il a dit... Ah! Cela étant, un Anglais qui s'enflamme pour un bateau, ça n'a rien de surprenant. Le British aime la mer. Oui, les Anglais ont inventé le yachting. C'était la grande époque de la révolution industrielle. Il y avait des gens qui tissaient du coton, il y avait Singer qui inventait la machine à coudre, qu'on appelle Singer en français, et tous ces gens-là ont fait des fortunes colossales. Et donc il fallait que dans leur standing, ils aient aussi un bateau.
Si on s'intéresse un peu à l'histoire et à l'histoire maritime, parce que ça fait partie du patrimoine, on regarde, hein, et on se régale les yeux, on se régale l'imagination et on rêve. Sauf que ces beaux bateaux en bois, il y en a de moins en moins parce que c'est très cher. C'est plutôt du plastique maintenant ou du carbone, non? Écoutez, il y a aussi à Saint-Tropez les plus beaux bateaux du monde modernes. Vous avez Henrad Marie-Chacat qui a traversé l'Atlantique en 6 jours et 17 heures et quelques minutes, hein, qui est barré par Loïc Perron, là, qui est le monocoque le plus rapide de toute l'histoire de la voile. Tout en carbone, cet engin est un énorme machin qui fait 45 mètres de long. C'est une machine, même, mieux qu'un machin. C'est une machine où on s'aperçoit que l'intelligence humaine, depuis pas mal de milliers d'années, quand même, de temps en temps, peut faire des choses élégantes. Des choses tellement élégantes et rapides que les marins d'aujourd'hui ne cessent de faire tomber les records. 65 jours, c'est le temps qu'a mis Christophe Colomb à traverser l'Atlantique, en gros. Maintenant, on fait des tours du monde, en moins que ça, en 10 jours de moins, c'est tout. Pour accompagner le temps qui fuit, Loïc aime le défier tout en sachant qu'on peut parfois rentrer vainqueur d'une chasse au record, mais jamais d'une chasse au temps. Dernier jour des collections printemps-été 2006 avec forcément le dernier combat des poids lourds de la mode, Yves Saint Laurent, Hermès et Lanvin, où l'histoire de 3 successions réussit. Estelle Collin, Grégory Vasseur. Un calepin, un stylo et l'oreille dressée. Dans les coulisses de Lanvin, chacune se régale des recettes du chef. Les secrets de la cuisine française, mais un petit peu moins de beurre, un petit peu plus de l'huile d'olive. Avec ses gaïchas des temps modernes, son style épuré et ses talons compensés, les clientes vont une fois de plus se bousculer. Son credo, c'est pas la mode qui fait le style, c'est le style qui fait la mode. Quand on dit « oh, c'est très à la mode », ça veut dire qu'aujourd'hui c'est là et demain c'est plus là. Et ça, c'est pas quelque chose que j'aime plus cette sorte de fidélité. Hermès. L'illustre maison de Maletier invite au voyage. Normal. Un voyage dans le temps puisque Jean-Paul Gaultier s'inspire de la mode balnéaire des années 20. Avec ses ombrelles, ses mousselines et ses dentelles, il signe sa 4e collection. Alors, plaira pas? C'est vrai que la mode, c'est un métier quand même qui est toujours fait d'amour et en même temps de rejet. Donc voilà, donc il faut toujours prouver. Ici aussi, tout repose sur un homme. On attend de lui suffisamment de culot pour éponger des millions d'euros de pertes accumulées depuis 4 ans. Mais qu'il est dur de briller à l'ombre du géant. Est-ce qu'on peut remplacer Monsieur Saint-Laurent? Non, jamais. Non. Moi, je suis pas là pour le faire. En tout cas, moi, je suis là pour faire mon travail, mais pas pour remplacer personne, non. Remplacer peut-être pas, mais s'en inspirer, car cette fois-ci, tout y est. Les couleurs, l'Espagne et le smoking d'antan. Cinéma avec des retrouvailles très attendues. Après 10 ans d'absence, les stars en pâte à modeler, Wallace et Gromit, font un retour en grand. Leur premier long métrage s'intitule Le mystère du lapin-garou, un film d'animation drôle et inventif. Pascal Deschamps, Marie-Pierre Cassignard. Gromit, mon vieux, je vais avoir besoin d'aide. Cela fait près de 20 ans déjà que ces deux-là ont fait leur apparition sur les écrans. Wallace, le maître aux folles inventions, et Gromit, son chien au flegme très british. Tous deux nés de l'imagination de Nick Park, un jeune prodige anglais de l'animation, qui à l'âge où les garçons abandonnent habituellement la pâte à modeler, en a fait un véritable art. Après s'être fait la main sur des courts-métrages et des clips, il réalise son rêve, porter à l'écran les aventures de Wallace et Gromit, avec 2 moyens-métrages qui depuis ont fait le tour du monde. Le mystère du lapin-garou est son premier long-métrage. Ce succès m'a toujours étonné, parce que j'ai l'impression depuis toujours de faire du cinéma en pensant d'abord à moi, à ce qui me fait rire moi, et que je mets dans mes films. Que vois-je ? Dans le mystère du lapin-garou, Wallace et Gromit recueillent les lapins qui menacent les légumes du village à 2 jours d'un concours de légumes géants. Ça dépote, hein mon petit gars? La Spigarenne BV6000. Jusqu'au jour où Wallace, dans l'espoir de faire passer le goût des légumes aux chers rongeurs, crée un monstrueux lapin-garou qui va terroriser les potagers.
J'ai choisi les légumes parce qu'ils ne sont pas spectaculaires, on n'en voit jamais au cinéma, ils ne sont pas très glamour. La vie en Grande-Bretagne tourne autour de choses assez ordinaires, comme les concours de légumes ou le tricot, vous voyez. 5 ans auront été nécessaires pour animer 85 minutes à raison de 10 secondes utiles par jour. Car la technique du stop motion, image par image, exige 24 postures différentes par seconde. Produit par DreamWorks, les studios de Spielberg, mais fabriqué en Angleterre, Le Mystère du Lapin-Garou est le premier film d'horreur végétarien de l'histoire du cinéma. Pour finir, à Nice, comme sur une grande partie de la France, c'était aujourd'hui l'été indien avec du monde sur les plages. Et ça devrait se poursuivre en début de semaine, un lundi au soleil. Demain, les températures oscilleront entre 20 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, 20h50 urgence, minuit 10 le journal de la nuit, Jean-Claude Renaud. Demain, dans le 4 vérités, Françoise Laborde recevra Renaud Muselier, 13h, Élise Lucet, 20h, David Pujadas. Et puis demain soir, complément d'enquête présenté par Benoît Duquesne sera consacré au rapport entre les Français et les grands patrons. Excellente fin de soirée sur France 2. Votre soirée sur